Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Grand Est, plus que 3 petites semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, nous vous proposons donc un nouveau débat. Après les représentants régionaux des Républicains, du Parti Socialiste, de Lutte Ouvrière et de Debout la France la semaine dernière, 4 nouveaux invités sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour Vincent, et nos 4 invités sont tous issus des différents territoires de notre région Grand Est. Nous accueillons sur ce plateau Bruno Studer, bonjour. Bonjour. Vous arrivez de Strasbourg, référent pour le Bas-Rhin du mouvement En Marche, donc soutien d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas de mandat électif actuellement. Non. Guillaume Lusca est également avec nous. Bonjour monsieur, vous représentez ici le Front National, vous êtes ardennais, conseiller municipal à Charleville-Mézières et conseiller régional Grand Est. Nous accueillons également Lionel Burriello, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent Grand Est de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes mosellan et n'avez actuellement aucun mandat électoral. Et enfin David Wenzel, bonjour monsieur. Bonjour. Délégué lorrain de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau. Vous étiez tête de liste de votre parti lors des dernières élections régionales. Vous vivez à Saint-Dié dans les Vosges et vous n'avez pas de mandat électif. Non. Avec vous, messieurs, nous reviendrons aujourd'hui sur l'actualité de la campagne, bien sûr, puis vous débattrez sur la place de la France dans l'Europe, à l'heure où le Royaume-Uni vient d'officialiser son Brexit. Quel sens cela aurait-il pour la France de sortir de l'Union européenne ? À quelles conditions ? Comment protéger nos intérêts ? Mais pour affiner les présentations, il se trouve que vous êtes 2 nouveaux arrivés en politique. Bruno Studer, soutien d'Emmanuel Macron. Vous êtes alors un ancien militant UDI qui a fini par prendre ses distances, et puis vous avez été rattrapé par la politique ? Oui, on peut dire ça. On peut dire que c'est l'effet Macron, puisque la métaphore médicale a longtemps été filée par Emmanuel Macron. Il y a un effet qui fait qu'à un moment donné, après un engagement, j'avais décidé d'arrêter. Puis avril 2016, c'est reparti. D'abord avec la Grande Marche, l'opération de terrain. Vous y avez participé ? Oui, j'ai coordonné la Grande Marche à Strasbourg avec quelques dizaines de marcheurs à l'époque. Puis ensuite, on a eu la chance de voir Emmanuel Macron venir à Strasbourg pour lancer son diagnostic sur la France. Ça a permis de donner une bonne impulsion à la campagne. Et aujourd'hui, ça se vérifie par le dynamisme de celle-ci sur le territoire du Bas-Rhin et partout dans le Grand Est. Lionel Burriello, vous aussi, vous êtes un nouveau venu en politique. Vous êtes représentant syndical CGT à Florange et vous avez lutté à l'époque contre la fermeture des hauts fourneaux. Désormais, vous êtes engagé auprès de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi passer de l'action syndicale à l'action politique ? Parce que pour vous faire une confidence, j'ai erré politiquement pendant un certain nombre d'années, mais j'ai fait le choix de m'engager politiquement par le fait que mon action militante en tant que syndicaliste ne se freine pas uniquement au portier d'usine et d'établir en tous les cas un procédé, d'élargir cette action militante en dehors de mon usine. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé donc politiquement. La France Insoumise, pourquoi bien évidemment par l'urgence à traiter, qui soit l'urgence démocratique par le passage à la 6e République, l'urgence sociale par la défense de l'emploi, des salaires et des travailleurs, et l'urgence écologique qui m'a fortement interpellé et qui m'a fait passer le pas avec la planification écologique et la règle verte. Vous êtes tous les 4 évidemment engagés sérieusement dans cette campagne, sur le terrain. Cette campagne électorale qui connaît évidemment son lot d'événements avec des rebondissements, des affaires, des alliances, des voyages, des meetings aussi. On fait le point avec ce résumé de campagne signé Nicole Fachet. 4 candidats face au MEDEF pour un grand oral. Jacques Cheminade, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon ont présenté leurs principales mesures en matière d'éducation, de formation, de travail et d'économie. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne souhaitent pas être entendus par le MEDEF. Autre grand oral, cette fois face aux agriculteurs de la FNSEA réunis pour leur congrès. C'était à Brest. Devant plus de 1000 responsables syndicaux venus de toute la France, les candidats ont décliné leurs propositions sur l'Europe et l'agriculture. Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jacques Cheminade, François Fillon et Jean Lassalle. Vous devez produire dans le pays où les charges sociales sont les plus chères du monde et où les contraintes environnementales aussi. Chaque candidat devait présenter son programme et répondre aux questions du public. Une semaine marquée également par les chaos au sein du PS. Premier acte, la poignée de main entre les candidats à la primaire est oubliée. Sur BFM TV, l'ancien Premier ministre Manuel Valls annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron. Deuxième acte, Benoît Hamon parle de trahison et lance un appel aux partis de gauche et notamment aux Insoumis pour qu'ils le rejoignent. Le troisième acte, c'est la réponse de Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting au Havre. Eh bien, je ne vais pas commencer aujourd'hui à faire le contraire
ou à m'engager dans je ne sais quel improbable arrangement qu'on me suggère de faire. Malgré cette campagne faite de trahison, d'affaires et de lutte fratricide, les candidats tentent de se donner une image internationale. À la fin de la semaine dernière, la candidate du Front National s'est rendue en Russie, où Vladimir Poutine l'a reçue officiellement pour la première fois. Le candidat du PS, lui, s'est rendu en Allemagne, où il a rencontré Angela Merkel et Martin Schulz. Benoît Hamon a reçu le soutien du président du Parti social-démocrate allemand. Alors, l'Allemagne et l'Europe, on va en parler dans le cours de cette émission. Mais d'abord, la politique intérieure et la campagne. Lionel Burriello, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon écarte la proposition d'alliance faite par Benoît Hamon. Vous serez sans regret le soir du 23 avril ? Non, je pense que c'est un choix qui est inscrit depuis le début dans le cadre de notre campagne. Effectivement, aujourd'hui, nous considérons que le vote utile, selon les sondages aujourd'hui, et le vote pour la France Insoumise, en l'occurrence notre candidat Jean-Luc Mélenchon. Bien évidemment, les socialistes déçus, désavoués et trahis sont les bienvenus dans notre mouvement. On les accueille volontiers pour essayer de construire le rapport de force nécessaire pour passer le second tour et aller à la victoire. Oui. Donc pas d'alliance, ça vous semble normal. Bruno Studer, pour revenir à ce qu'on vient de voir dans ce résumé, alors dans la même semaine, on voit Manuel Valls qui annonce qu'il va voter Macron. Et puis là, tout récemment, c'était hier, Emmanuel Macron rend visite à Christian Estrosi à Marseille. Alors c'est quoi la stratégie ? C'est de plaire à tout le monde ou de faire peur à tout le monde ? Parce qu'on ne sait plus trop là. Alors faire peur à tout le monde, certainement pas, puisqu'on est dans une stratégie de rassemblement sur un projet positif. Je crois que sur la position de Manuel Valls, Emmanuel Macron, il a dit qu'un ralliement, c'est une voie. Son organigramme de campagne n'a pas évolué au fur et à mesure des ralliements, ou en tout cas des gens qui se prononçaient en faveur de son projet. Le fait qu'il rencontre Christian Estrosi, qui ma foi est le président de la région, me choque pas. Les Républicains. Voilà, à titre personnel, je trouve ça plutôt normal. Et c'est pas anodin quand même. C'est pas anodin, mais on est dans une stratégie de rassemblement, encore une fois. Mais ce que j'aimerais surtout rappeler par rapport à ça, c'est que la campagne, avant tout, elle se passe sur le terrain. Et moi, je vais en profiter aujourd'hui pour dire qu'il y a des actions qui sont menées tous les jours et rendre hommage à tous les militants. Parce qu'une campagne, c'est avant tout un travail de militants. Et j'en profite pour les saluer et pour les encourager encore pour les 3 semaines à venir. Merci beaucoup et on y va. Eh ben, les salutations sont faites. Autre poignée de main chaleureuse entre Vladimir Poutine, on l'a vu, et Marine Le Pen. C'était vendredi dernier au Kremlin. Pour qu'on comprenne, Guillaume Lusca, Vladimir Poutine, c'est un modèle à suivre pour vous ? Je parle bien de vous, hein. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est de la stature internationale de Marine. Il est évident qu'aujourd'hui, la seule responsable politique qui peut s'adresser, que ce soit aussi bien demain à M. Trump ou à M. Poutine, seule Marine a une envergure internationale. Et je rappelle d'ailleurs, puisque vous choisissez volontairement cette rencontre, mais c'était cette semaine. Mais effectivement, la semaine précédente, Marine avait également rencontré le président du Tchad, le président du Liban, et ont abordé des sujets de fond qui sont notamment sur le terrorisme islamique, et également la défense des chrétiens en Orient qui sont persécutés. Ce sont des sujets de fond et Marine ne s'est pas mêlée de la politique intérieure de la Russie, mais on peut tout à fait avoir avec les chefs d'État étrangers, avoir un dialogue. Imaginez demain un président de la République française qui dirait « Ah, moi je ne veux pas discuter avec M. Poutine ou je ne veux pas discuter avec M. Trump parce qu'il ne me convient pas ». C'est pas très sérieux. Ayons une vision un peu plus sereine de la diplomatie française. En sachant qu'on parle déjà avec les Russes. David Wenzel, je rappelle qu'on n'a pas vendu les votre Rafales. candidat François Asselineau était en meeting, lui, à la Villette samedi dernier, c'était Oui. le 25 mars. 5000 personnes revendiquées étaient venues l'écouter. Oui. Il n'exclut pas votre candidat d'être toujours présent au second tour. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Moi, je pense effectivement que c'est raisonnable, d'autant plus quand on prend conscience en fait du marasme politique ambiant dans lequel les citoyens ne se retrouvent plus. Nous, à l'UPR, en fait, on a pris le parti de ne pas prendre les Français pour les imbéciles et de leur expliquer les règles auxquelles nous sommes soumises, notamment les traités européens. Ça va être l'objet du débat dans un moment, mais quand même pour revenir à cette histoire de second tour, il est crédité de 1% Mais si tout va bien dans les sondages. Si je peux me permettre, on a vu lors de toutes les dernières élections, que ce soit les primaires, le Brexit, l'élection de Trump, etc., systématiquement, les sondages étaient complètement faux. Alors, Donc, complètement faux, mais de là de passer à 1 à 25... Mais il suffit de prendre, par exemple, notre notoriété sur Internet, où là, ça touche des millions de personnes. Notre site internet upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques. En matière de poids numérique...
Oui, mais les sionistes aiment bien utiliser ça aussi pour dire qu'ils sont seconds dans la course. Si je peux me permettre, un sondage, en fait, c'est simplement fait sur des centaines de personnes. Et je pense qu'Internet, avec ses millions de connectés... Vous y croyez en tout cas, qu'il y a un possible sursaut. En tout cas, bon, les sondages, il y en a eu un certain nombre publiés ces dernières heures. Alors, même si vous pouvez tous dire qu'un sondage n'est qu'un sondage, on va quand même en regarder un en particulier, celui de IFOP Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio. Projection publiée vendredi soir. Donc, Front National et Mouvement En Marche sont en tête et au coude à coude autour de 25-26% des intentions de vote. Le Parti Les Républicains est à 17,5, rejoint lentement mais sûrement par la France Insoumise, crédité ici de 15%. D'autres sondages donnent un écart beaucoup plus faible entre LR et la France Insoumise. Le PS ici crédité de 10% des intentions de vote. Certains sondages le donnent même sous les 10%. Debout la France est à 4 et les autres candidats sont à 1 ou moins de 1, y compris donc le candidat de l'UPR. Bon, ce que annoncent aussi tous les sondages, c'est un second tour Le Pen-Macron. Ce n'est pas certain, mais c'est possible. On verra ce qui va se passer. Si ce second tour, si ce scénario se réalise, et la question est pour vous, quel est le choix qui va devoir être fait par les Français? Guillaume Muscat, et ensuite vous pourrez répondre. Écoutez, tout d'abord, pour revenir sur ce sondage, ce qui nous intéresse, nous, c'est la dynamique générale, où Marine était annoncée quand même largement en tête. Et je pense même qu'il y aura des surprises, parce que il y a une sorte de volonté d'une partie des médias de mettre sans cesse en avant M. Macron, on le voit bien, et la proximité qui peut exister entre le pouvoir politique. Marine Le Pen est au second tour. Hein. Oui, mais alors, quel est le choix qui va se poser pour les Français selon vous? En quelques mots. Je pense véritablement, pour faire simple, qu'il s'agit on est à la croisée des chemins. Il s'agit d'un enjeu civilisationnel entre on va dire un parti qui est souverainiste, qui défend l'État français, et en face, on a des mondialistes qui sont pour l'ouverture totale des frontières et tout ce qui s'en découle. Votre point de vue là-dessus, Monsieur Studer, en quelques mots? Alors, pour répondre à votre question, le choix, ce sera celui non pas d'un projet mondialiste, comme vous le dites, mais un projet patriote, européen et universaliste, dans ce que la France a porté de plus grand depuis ces dernières années, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais c'est pas parce qu'on est universaliste européen qu'on peut pas être patriote. Eh ben, on va avoir l'occasion d'en parler. L'Europe détruit les peuples, c'est un fait. On va justement parler d'Europe, ça tombe bien. Allez, on va parler de cette Europe. Et oui, l'Europe, question importante, alors que mercredi, Theresa May, première ministre britannique, a officiellement lancé la procédure du Brexit, la sortie du pays de l'Union européenne. Ça vous fait rêver, Guillaume Muscat, ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, là? Vous enviez les Britanniques? Écoutez, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le peuple britannique a décidé de sortir de l'Union européenne. Et j'ai l'impression que depuis plusieurs mois, ça choque nos adversaires, ça choque une certaine partie des experts qui se sont totalement trompés sur leur analyse, comme ça peut l'être dans d'autres, notamment dans l'élection de Trump. Et je constate que le peuple britannique a décidé de récupérer sa liberté. C'est une excellente nouvelle. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est probablement un exemple à suivre. Alors, je m'adresse directement à votre voisin. C'est qui le vrai candidat du Frexit? David Benzel, c'est vous ou c'est Non, c'est François Asselineau. Il n'y a que François Asselineau qui propose d'appliquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui engage le processus de sortie d'un pays. Donc nous, à l'UPR, nous sommes clairs et nets et il n'y a pas d'ambiguïté aucune. Il y en a vraiment aucune. Il y en a au Front National, l'ambiguïté? En fait, si on écoute le discours de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon ou encore de M. Dupont-Aignan, en fait, vous vous rendrez compte, si on écoute vraiment dans le détail, ils proposent d'entrer en négociation avec les 27 autres membres, bientôt 26, et non pas de sortir de l'Union européenne. Ils émettent à un moment une idée d'éventuellement faire un référendum, mais on ne sait même pas sur quelle question. Nous sommes clairs et nets, nous disons aux Français, voilà, on ne peut plus diriger notre pays. Le prochain président de la République, quel qu'il soit, devra mettre en œuvre les grandes orientations de politique économique, hormis si c'est François Asselineau, puisque nous proposons de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si je peux me permettre, puisque j'ai été évoqué par mon adversaire,
Effectivement, ça fait des années que nous proposons cette sortie de l'Union européenne, mais nous préférons que ça se fasse. Mais désormais par un référendum. Mais si vous voulez, j'étais personnellement candidat. Que ça se fasse en douceur. Il n'est pas question d'un arrêt brutal. Et de toute façon, nous ferons un référendum et c'est le peuple français qui décidera. Il y a une différence de méthode entre vous deux. Vous allez pouvoir encore vous exprimer sur l'Europe. Monsieur Borriello, effectivement, la sortie éventuelle de l'Europe fait partie également du programme de la France Insoumise. Il y a un plan A, on renégocie. Si ces renégociations ne marchent pas, c'est le plan B et on sort. Est-ce que vous faites le même constat que l'UPR et le FN quant aux défauts de l'Europe ? Le même constat, certainement. On rêve, en tous les cas, on rêve d'une autre Europe. L'Europe dans laquelle on rêvait de liberté, de paix, qui a été construite à la base en 1946 pour véhiculer, était un vecteur de paix. Aujourd'hui, on en est loin. C'est une Europe qui profite aux riches, uniquement aux riches, à une caste, à une oligarchie, et qui fait qu'aujourd'hui, nous proposons, d'ailleurs, nous sommes les seuls à proposer un plan A et un plan B, qui est le plan A, c'est de se libérer des traités qui sont en place, la renégociation, ne pas, contrairement aux personnes que j'ai en face de moi, de dire on rend la clé de la boutique et vous débrouillez. Ça passe aussi pour un référendum avec le Front National. Mais effectivement, alors pour rebondir sur la question de la souveraineté, donc entre le plan A et le plan B, on soumettra donc au peuple français par référendum donc le choix de rester ou non dans l'Union européenne. Bruno Studer, vous êtes favorable au projet européen. Emmanuel Macron l'est. Vous êtes face à 3 eurosceptiques. On peut vous présenter comme ça, même si vous avez bien sûr chacun vos sensibilités. Que la France quitte l'Europe, ça aurait quelles conséquences pour les habitants de la France et du Grand Est, selon vous ? D'abord, ça serait remettre en question ce qui a été construit depuis maintenant des dizaines d'années et qui nous a quand même garanti la paix sur le continent européen. Et cette paix, elle est aujourd'hui extrêmement précieuse quand on voit ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'il faut pas l'oublier. Voilà. Donc on n'est pas du tout pour le Frexit. On est pour approfondir davantage encore la construction européenne. Mais alors, de quelle façon ? Parce que manifestement, il y a une volonté de faire une Europe un peu à deux vitesses. Oui, alors, et pour répondre à votre question, se pose la question, par exemple, sortir de l'Union européenne serait revenir à la préférence nationale. Sur les emplois aussi, on a 160 000 travailleurs frontaliers dans le Grand Est. La préférence nationale, ça voudrait dire que cela, il serait... Non, il y a une mesure spécifique pour les transfrontaliers dans le programme de Marine. Et vous le négociez comment à partir du moment... Vous le négociez comment ? Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, j'interpelle le Front National quel est le moyen, quel est le plan d'action par rapport aux travailleurs frontaliers ? C'est-à-dire fermer les frontières ? Est-ce que vous êtes déjà circulé, par exemple, sur la 31, par exemple, entre la frontière luxembourgeoise, où il y a 90 000 travailleurs frontaliers qui circulent et qui génèrent des bouchons juste hallucinants ? Vous ne croyez pas qu'en fermant justement ces frontières, Mirador, Barbelé, ça puisse susciter... Ne caricaturez pas, écoutez, je caricature, c'est... La préférence nationale, c'est ça, c'est la préférence nationale, monsieur. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre calmement. Tout d'abord, monsieur qui est représentant de monsieur Mélenchon. Déjà, je suis satisfait et heureux de voir que monsieur Mélenchon nous rejoint sur notre analyse concernant la critique à l'égard de l'Union européenne, premièrement. Deuxième chose, je peux vous assurer que les frontières... et les transfrontaliers passaient déjà donc cette frontière avant la construction européenne. Je suis moi-même ardennais depuis. Non mais attendez. Depuis tout petit, je vais en Belgique. On n'a jamais eu de difficulté à traverser les frontières. On peut envisager, et c'est ce qui est proposé dans le programme de Marine, de faciliter, notamment par l'intermédiaire d'une sorte de boîtier automatique comme les télépéages, qui permettrait, par exemple, de traverser la frontière plus rapidement pour les transfrontaliers, mais de bien distinguer, si vous voulez, les flux migratoires des transfrontaliers qui vont travailler. Et ça existait tout à fait normalement avant la construction européenne. Donc on n'est pas sur une préférence nationale pour les emplois. Si je peux on va y revenir justement à l'emploi. Si je peux juste me permettre, là, il y a une grosse confusion. On parle de sortie de l'Union européenne, on ne parle pas de l'espace Schengen. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle est dans l'espace Schengen. Il y a des travailleurs transfrontaliers qui vont travailler en Suisse. Avec d'énormes bouchons. Alors là, pour le coup, j'habite à côté de la frontière suisse, il y a d'énormes bouchons le matin pour les travailleurs frontaliers. Il y a un contrôle frontière. Les bouchons, c'est un autre souci, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on peut très bien sortir de l'Union européenne sans sortir de l'espace Schengen. Et c'est d'ailleurs ce que propose l'Union populaire républicaine. Sans compter les contraintes ferroviaires, notamment dans ma
dans mon coin, si vous voulez, où parfois des problèmes de logistique, des problèmes de train engendrent d'autant plus des problèmes de bouchons. C'est assez surprenant de vous entendre dire ça parce que, effectivement, dans le programme de Mélenchon, il y a bien éventuellement la sortie de la France de l'Europe qui pourrait se traduire aussi par un contrôle des frontières, comme de la même manière que pour d'autres sorties de l'Europe. C'est un contrôle des capitaux et des marchandises. Mais aussi des hommes, du coup. Je veux dire, nous, on est à une année-lumière de ce qui est revendiqué ou proposé. Je ne dis pas que vous proposez la même chose, mais en tout cas, sortir de l'Europe aurait la même conséquence, en tout cas, sur ce plan-là. Voilà, à la limite. Non, mais si la France sort de l'Europe, que ce soit avec Jean-Luc Mélenchon ou une autre personne, il y aura forcément un contrôle des frontières. Il y aura certainement, pas forcément. Pourquoi vous parlez de contrôle contrôle la libre circulation on garde voilà. À un moment donné, les gens pour aller travailler ont le droit de circuler librement quand même. On garde la libre circulation des hommes et bien celle des capitaux et des marchandises. La seule chose, c'est l'arrêt du libre-échange des capitaux et des marchandises. Vous m'interrogez tout à l'heure sur la façon dont on veut approfondir la construction européenne, parce qu'on voit bien que sur la logique, les deux logiques, celle de l'élargissement, on arrive au bout avec le Brexit. Il nous reste la logique de l'approfondissement. C'est un choix clair, politique, c'est nos convictions. On veut aller plus loin. Approfondir comment ? Alors, les propositions d'Emmanuel Macron, elles sont très claires là-dessus. C'est par exemple doter la zone euro d'un gouvernement, voire d'un parlement. Approfondir, par exemple, en profitant des sièges libérés par les députés anglais pour proposer des listes européennes. Approfondir parce qu'il faut une construction de projet. On a fêté il y a quelques jours l'anniversaire des traités de Rome. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le traité de la CE, il y a aussi le traité Euratom. C'était samedi. Voilà, c'était donc sur le nucléaire civil, parce que ça a permis de développer cet aspect-là. On s'engage aujourd'hui à donner un projet, par exemple, sur la transition énergétique. C'est à l'échelle de l'Europe qu'on l'envisage. Cette transition énergétique, trouver les solutions, trouver les capitaux, c'est à l'échelle de l'Europe. C'est le fédéralisme européen que vous voulez, avec un noyau dur autour de la zone euro, c'est ça ? Bien sûr, Emmanuel Macron a été très clair sur cette question-là. Il y a des pays qui ont envie d'aller plus loin, il faut leur permettre d'aller plus loin. C'est une conviction forte, avec des projets très précis sur la transition énergétique. Écoutez, vous en dites quoi ? Ce que je remarque, c'est que l'ensemble des candidats quand même que vous représentez ont été invités au congrès de la FNSEA, c'est-à-dire à un moment donné pour l'agriculture avec pesticides, OGM, production intensive. Moi, ça m'interpelle fortement. Ça veut dire que quelque part, vous faites quand même des choix politiques. Nous, on explique. Si vous prenez l'article 39 du traité sur l'Union européenne, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous aviez énuméré bien logiquement, en fait, c'est dans l'article du traité, c'est le but du traité. C'est de réduire le nombre d'exploitations agricoles, d'aller toujours vers des grandes structures comme dans l'Oklahoma aux États-Unis. C'est vraiment le but des traités. Nous, on explique que pour changer la moindre ligne, la moindre virgule, il faut l'unanimité des États membres. C'est-à-dire que les 27 pays doivent tomber d'accord. Si on veut, par exemple, revenir sur la libre circulation des capitaux, si on veut, s'il vous plaît, je vous interromps pas. Donc, non, mais on a compris. La base, c'est le rapport de force, cher monsieur. Il n'y a pas de rapport de force. Il suffit juste de regarder le dernier vote sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, où les députés français ont voté contre en grande majorité, mais vu que tous les autres pays étaient pour, eh bien, c'est compris. Justement, on parle d'intégration renforcée, c'est le choix d'Emmanuel Macron. Je voudrais une réaction de votre part, Guillaume Muscat et du FN. J'ai entendu le discours d'il y a 30 ans. Donc avec vous, c'est en marche arrière. C'est-à-dire qu'on revient avec plus d'Europe, une autre Europe. Du passé, c'est vous. C'est vous qui voulez revenir à la patrie, à la nation. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais alors, on n'a pas cette responsabilité-là. Écoutez, monsieur, je vois que monsieur Mélenchon et monsieur Macron sont en train de se défendre l'un et l'autre, mais laissez-moi répondre. Laissez s'exprimer, monsieur Muscat. Écoutez, monsieur Studer, j'ai essayé de répondre à votre question et je vois que votre collègue prend votre défense. Bon, écoutez, soyons sérieux. Ça fait 30 ans qu'on nous vend plus d'Europe, une Europe différente. On n'y croit plus. Vous avez trahi le peuple français en 2005 avec le référendum où les Français ont voté majoritairement contre et les gouvernements de droite et de gauche ont axé la politique encore pour plus d'Europe. Nous voulons revenir à un échelon qui nous semble le plus important, c'est à savoir l'État-nation pour protéger nos frontières. Et je vous rappelle que le Front National a voté contre le CETA, qui est le traité de libre-échange avec le Canada. Monsieur, le TAFTA aussi. Nous nous sommes opposés. Votre marine n'était pas présente lors du vote. Monsieur, alors il faudrait peut-être écoutez, soyons sérieux du Front National à ce sujet. Monsieur, je connais bien le sujet. Soyons sérieux. Moi, je connais très bien, monsieur, je vous rassure. Nous avions un groupe parlementaire qui a voté massivement contre. On a voté intégralement contre ces deux projets. Et je peux même vous dire que par rapport à certains de vos collègues, ils ne se sont pas autant opposés. Et ces traités vont détruire l'agriculture et l'économie française.
française. C'est Parce un qu'on accord va- de libre-échange on va entre le Canada importer- et On va TAFTA importer avec les États-Unis. 25% de bœuf canadien qui sont beaucoup moins chers et qui vont plomber l'agriculture française. Demandé Voilà. d'éclaircir Messieurs, votre position on à est ce sur un sujet. débat un peu technique, j'irai pour nos téléspectateurs aussi. Revenons à du concret dans la région. Lionel Burriello, moins d'Europe, qu'est-ce que ça peut apporter à nos emplois, à 80 000 emplois industriels perdus dans le Grand Est ces 10 dernières années? Qu'est-ce que ça aurait pu sauver si on avait été... La fin du libre-échange en matière de sur une capital, France- ce que vous Écoutez, réclamez. très clairement, alors de façon très locale, je vais parler de quelque chose que je connais bien, c'est-à-dire la production d'acier sur notre territoire. Donc effectivement, ce que propose le Front National, donc c'est une taxe à l'importation de 3%. Il faut savoir que par exemple sur Florange, 80% de notre acier produit va à l'étranger. Donc effectivement, si on fait une taxe à l'importation de 3%, et à un moment donné, il va y avoir des représailles. Donc c'est-à-dire qu'on vend de l'acier, par exemple, aux Allemands ou à quelqu'un d'autre, et puis en contrepartie, nous, il y aura 3% de taxe à l'importation pour le consommateur, c'est-à-dire pour le contribuable, c'est-à-dire pour le citoyen. Et pourtant, vous proposez bien aussi du protectionnisme. Ah bien sûr, mais du protectionnisme solidaire, avec tout le Ça monde veut à la dire même quoi? règle du jeu. Tout le monde a la même règle du jeu, c'est-à-dire environnementale et sociale. Et tout le monde, à l'intérieur de l'Europe? Et en dehors de l'Europe. Il Mais faut ça, savoir vous pouvez pas il faut l'imposer. savoir que, par exemple, aujourd'hui, la France exporte pour la Chine 6%. Ça représente 6% de ses exportations. Si à un moment donné on met une taxe à l'importation comme le Front National veut le proposer, c'est que forcément il y aura des représailles. Et alors on arrivera peut-être à maintenir de l'emploi ou à préserver l'emploi dans certains secteurs, mais vu les représailles, il y aura forcément des suppressions d'emplois dans Comment se d'autres. protéger? Quel protectionnisme? Il se fait à quel niveau le protectionnisme façon En Marche? Au niveau européen, avec un European Buy Act, c'est-à-dire un acte qui protège les marchés publics européens, enfin qui protège les entreprises européennes sur les marchés. On réserve les marchés publics aux entreprises qui produisent en Europe. On n'est pas dans une position où on dit que tout va bien en Europe. On dit qu'il faut aller plus loin et que s'il faut aller plus loin avec moins de pays, on le fera. Il est évident que cette notion de protection de l'Europe, il faut qu'on la renforce, il faut qu'on la sensibilise, que ce soit en termes de protectionnisme à un certain niveau si nécessaire, à d'autres niveaux également. On n'est pas béat ou naïf à En Marche. On a des propositions très concrètes sur la protection que les citoyens européens ont le droit d'attendre. Par exemple, on propose, vous parliez des frontières tout à l'heure, on sait bien aujourd'hui que les frontières à surveiller, ce n'est pas les frontières de la France avec l'Allemagne, mais c'est les frontières de la Pologne avec la Biélorussie. Donc on propose de mettre 5000 hommes mobilisables sur l'Agence européenne de surveillance des frontières contre 1700 aujourd'hui. On propose d'approfondir notre coopération. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. On propose un projet aux Français. Et après, les Français choisiront. Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Et donc, on est aussi sur cette Europe de projet en disant qu'il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on approfondisse notre coopération pour la sécurité intérieure et extérieure de l'Union européenne. On approche de la fin de l'émission. Guillaume Muscat vous répond. Je réponds simplement. Il faut que les Français le sachent. Nous donnons 22-23 milliards à l'Union européenne. Nous en recevons que 13. Donc, il y a là une perte considérable. PAC incluse. Donc, c'est-à-dire que les aides agricoles incluses dont on parlait tout à l'heure, c'est pour ça que Marine propose de revenir à la PAF, donc politique agricole française, puisque nous aurions de fait plus d'argent. Deuxième point, la protection se ferait sur certains secteurs où les Français ne produisent pas. Donc vous étiez un petit peu non, secteurs, c'est-à-dire monsieur, le temps est court, donc j'essaye de faire ça. Il est même très C'est de la politique, c'est de la politique marketing que vous faites. Je sais que vous avez quelques difficultés avec le débat démocratique, mais laissez-moi répondre. Et troisième point le débat se termine. Troisième point un mot et technique c'est fini. sur les fonds européens. Il se trouve que je fais partie du comité de suivi des fonds européens, que ce soit FSE, FEDER, et je peux vous assurer que l'Europe nous impose des normes et nous impose des orientations qui ne correspondent pas et qui discordent avec les intérêts français. On a bien compris vos différences, vraiment, et on a bien compris votre position également, Monsieur Wenzel, rassurez-vous. Merci beaucoup, ça va très vite, c'est un débat, c'est passionné, et c'est très bien, ça s'appelle l'élection présidentielle qui passionne les Français. C'est donc la fin de cette émission, un grand merci, Géraldine. Pas de dimanche en politique Grand Est la semaine prochaine pour cause de Paris-Roubaix, course de cycliste, l'enfer du Nord, plus dur encore que la campagne présidentielle. Dans un instant, vos journaux d'information régionale en Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ardenne. Et puis bien sûr, dimanche en politique nationale avec Nadine Morano face à Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur. Très bonne journée à vous, très bon dimanche en France 3. Et merci encore.